va commencer, hein? Très bien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur cette conférence de l'Institut français de civilisation musulmane. Vous nous suivez sur Zoom, mais surtout sur Facebook, où il y a de nombreux participants. Et nous avons aujourd'hui le grand plaisir, honneur d'accueillir Aurélien Barraud, qui est astrophysicien, professeur à l'université Grenoble-Alpes, directeur du Centre de physique théorique de Grenoble et membre honoraire de l'Institut universitaire de France, spécialiste de cosmologie, de trous noirs, du Big Bang, auteur de nombreux articles. Mais nous ne le recevons pas à ce titre-là, nous le recevons à un autre titre. Aurélien Barraud est également docteur en philosophie de l'université Paris-Sorbonne et surtout, il s'intéresse à la question environnementale et c'est pour cela que nous l'avons invité. L'Institut français de civilisation musulmane a comme vocation de se saisir des grandes questions qui agitent la société française. Et parmi ces grandes questions, il y a bien évidemment la question de la crise environnementale, qui est une question multifactorielle. Et nous allons commencer avec l'accueil d'Aurélien Barraud, un cycle de conférences dédié à ce sujet pour informer les gens, les faire réfléchir sur les issues possibles et surtout essayer d'accroître le niveau de responsabilité que nous avons en tant que citoyens. Alors, donc, vous êtes sur Zoom, vous êtes sur Facebook. Il y a un système pour poser des questions hein, à l'issue de l'intervention d'Aurélien Barraud qui durera environ 45-50 minutes. Il y aura un moment de questions, donc on ne peut pas prendre des questions oralement, mais on les prend par écrit. Donc, n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions. Je ferai des synthèses, j'essaierai de regrouper les différents thèmes pour poser les questions les plus pertinentes à Aurélien Barraud. Nous sommes ensemble jusqu'à environ 19h30. Voilà. Donc, Aurélien, tu as la parole et nous t'écouterons avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup et merci de votre invitation dont je suis honoré. Donc, je vais essayer peut-être de scinder l'exposé en trois parties. D'abord, exposer ce que pourrait être aujourd'hui l'état assez catastrophique du monde. Ensuite, analyser les causes qui ont vraisemblablement mené à cette catastrophe pour en venir aux éventuelles ébauches ou directions possibles de solutions. Alors, je voudrais ouvrir mon discours, si l'on peut dire, en vous rappelant qu'il y a quelques jours seulement, un rapport officiel de l'ONU, qui n'est pas une association particulièrement alarmiste, mentionnait, je cite, que les hommes mènent une guerre contre la nature qui est insensée et suicidaire. Les conséquences, poursuit le rapport de cette guerre, sont déjà visibles au niveau des souffrances humaines, de l'effondrement économique et de l'accélération de l'érosion de la vie sur Terre. Cette triple urgence, conclut-il, menace notre viabilité en tant qu'espèce. Il est clair que cette guerre contre la nature a cassé la planète. Les mots de l'ONU sont extrêmement forts et ils correspondent, je crois, très bien à la réalité. Commençons par un bref bilan au niveau des non-humains. Je crois qu'un chiffre résume parfaitement la situation. En quelques années, nous avons, semble-t-il, perdu environ 60% des insectes. En quelques décennies, nous avons perdu 60% de la faune sauvage. Et en quelques millénaires, nous avons perdu 60% des arbres. Autrement dit, ce n'est pas une peur de l'avenir, c'est quelque chose qui est déjà en train de se passer. Plus de la moitié des êtres vivants, qu'il s'agisse des animaux ou des végétaux, ont, semble-t-il, été déjà massacrés par la présence humaine. Alors, quelques chiffres au hasard pour que nous prenions en quelque sorte la saveur de cette catastrophe. 400 millions d'oiseaux ont disparu d'Europe en quelques années, vraisemblablement 1 milliard aux États-Unis. En 40 ans, les grandes espèces de poissons d'eau douce ont décliné de 88% dans le monde et seuls 20% des terres émergées ne sont aujourd'hui pas drastiquement impactées, comprendre détruites, par les êtres humains. L'océan de plastique, qui fait 3 fois la taille de la France, est toujours en augmentation massique exponentielle. Les incendies dévastateurs en Amazonie ont augmenté de 83% en un an. On sait aujourd'hui de façon scientifiquement claire
que la calotte polaire du Groenland est définitivement perdue, quoi qu'il arrive dans notre comportement, et les humains, qui ne représentent que 0,01% des vivants, s'avèrent avoir décimé environ 85% des mammifères terrestres. Nous sommes donc incontestablement, je le répète, ce n'est pas une crainte, c'est un constat, au cœur de la 6e extinction massive de l'histoire de la planète qu'il faudrait, je crois, plutôt nommer la première extermination délibérée. Alors après les animaux et les végétaux, regardons maintenant du côté des hommes et des femmes. Il se trouve qu'on estime que la pollution tue à peu près 800 000 personnes par an en Europe. Le chiffre est à peine croyable, mais c'est le chiffre publié dans les revues à comité de lecture de médecins. Et j'ai estimé, en regroupant différentes informations, qu'on arrive vraisemblablement au même chiffre, un peu moins de 1 million de morts par an sur le pourtour du bassin méditerranéen. Ce sont des chiffres extraordinaires. 17 pays sont d'ores et déjà en situation de stress hydrique extrême et 27 en situation de fort stress hydrique. Et pour prendre un exemple qui est bien sûr au cœur de notre actualité, il est vraisemblable que la pandémie Covid-19 à laquelle nous faisons face soit au moins en partie liée à cette agression massive contre la nature que nous perpétrons, puisque c'est vraisemblablement la diminution des espaces de vie des animaux sauvages qui ont induit des croisements d'espèces et donc le passage par les virus de la barrière des espèces. Ça, c'est le constat, de façon extrêmement lacunaire, bien sûr, partielle et résumée. Venons-en maintenant à l'avenir. On estime qu'à relativement court terme, d'espèces sont menacées de disparition. Il est vraisemblable que la part de l'humanité soumise à des canicules potentiellement mortelles de plus de 20 jours s'élèvera à 74% de la population mondiale à la fin du siècle. Là, je ne parle pas d'inconfort, hein, nous sommes bien d'accord, je parle de risque de mourir. L'ONU estime que compte tenu de l'augmentation de température, il y aura dans une trentaine d'années, soyons bien conscients des chiffres, nous n'évoquons pas nos petits-enfants, nous n'évoquons pas nos enfants, nous évoquons maintenant des temps que, si tout se passe bien, nous allons vivre nous-mêmes. Donc, dans 30 ans, en 2050, il y aura entre 200 et 700 millions de réfugiés climatiques, ce qui, selon toute vraisemblance du point de vue géostratégique, signifie une guerre mondiale. Ce n'est pas faire preuve de catastrophisme, c'est une analyse rationnelle élémentaire que de l'interpréter ainsi. Et enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à 3, 4, 5 degrés de réchauffement climatique, le monde tel que nous le connaissons sera littéralement balayé. Et pas pour le meilleur, hein, pour les organismes vivants, parce que nous n'avons pas le temps de nous adapter. Vous savez, la vitesse, c'est le point fondamental. Pour reprendre l'exemple de mon ami Jean-Marc Jancovici, quand vous êtes à 100 km/h sur l'autoroute, si vous freinez, tout se passe bien. Si vous rentrez dans un mur, vous mourrez. Dans les deux cas, vous êtes passé de 100 km/h à 0. La seule différence entre l'innocuité et la mort, c'est la vitesse à laquelle a lieu la décélération. Et c'est exactement le problème du réchauffement climatique actuel qui n'a jamais eu lieu à de telles échelles de temps, des échelles aussi brèves, et donc avec des effets absolument dévastateurs. Je cite encore le rapport de l'ONU, à 3 degrés, ce qui est la limite inférieure, hein, dirais-je, des projections, on attend la disparition d'un nombre incalculable d'espèces et on estime que 90% de l'humanité respirera un air qui est suffisamment sale et pollué pour que son espérance de vie soit drastiquement impactée. Donc ça, c'est le constat. Ce n'est plus un fantasme, c'est une réalité qui est scientifiquement actée. Alors, ce qui me paraît intéressant maintenant que nous le savons, c'est d'essayer d'analyser les causes qui nous ont menés à cette situation absolument invraisemblable de suicide collectif, pourrait-on dire. Alors, je crois que la première cause, c'est l'incompréhension de ce qui est réellement à l'œuvre. Et je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple qui me paraît très important, c'est la surfocalisation sur le problème climatique. Il y a un problème climatique, mais il est fondamental d'avoir à l'esprit que quand bien même nous n'aurions pas un seul degré de réchauffement, nous serions quand même dans la 6e extinction massive. C'est notre manière, si vous voulez, d'avoir réifié la vie,
d'avoir considéré la vie comme une simple ressource et non pas comme ayant valeur en tant que telle, induisant par là même la dévastation des espaces naturels et la pollution extrême, qui est vraisemblablement à l'origine de l'extinction massive. Autrement dit, il faut revoir très en profondeur nos valeurs et pas seulement trouver des petites astuces pour émettre moins de CO2, ce qui n'aurait aucune conséquence majeure sur la crise dans laquelle nous nous trouvons, à mon sens. Autre exemple d'incompréhension, les mauvaises questions. Par exemple, est-il trop tard? Oui, mais trop tard pourquoi? Cette question n'a pas de sens. Il est évidemment trop tard pour que tout aille bien. Je vous l'ai dit, 60% des êtres vivants sont déjà morts. C'est fait et ils ne revivront pas. Mais il n'est bien évidemment pas trop tard pour essayer d'éviter une ligne de mort, en quelque sorte, comme dirait le philosophe Gilles Deleuze, qui nous mènerait à une situation bien plus dramatique encore. Autre question mal posée, va-t-on s'en sortir? Qui est on? Les Français? Les Occidentaux? Les humains? Les vivants? Les mammifères? La question est mal posée. On ne peut pas répondre correctement à des questions dont le périmètre n'est pas suffisamment exprimé. Il est tout à fait évident que la vie sur Terre perdurera d'une manière ou d'une autre. Je n'ai aucune inquiétude pour les scorpions et les araignées. Mais il est tout à fait évident également que l'équilibre qui était à l'œuvre a été déjà en grande partie éradiqué. Il faut donc faire preuve, je crois, d'un peu de subtilité et explorer plus avant les mécanismes fins de ce qui nous inquiète. Comme la mauvaise question d'ailleurs qui consiste à s'interroger, est-ce réversible? Mais la mort est par définition irréversible. Nous parlons aujourd'hui d'êtres vivants sensibles, humains et non humains, qui sont en train de mourir de faim, de soif, de températures extrêmes, de comportements qui deviennent ultra-prédateurs. Et ces morts, de toute façon, ne revivront pas. Donc, se poser la question de la réversibilité, c'est, je crois, déjà enfermer un problème qui est en grande partie éthique dans une vision qui est purement d'ingénierie et qui rate en quelque sorte l'essentiel de la question. L'autre mauvaise question, ou mauvaise inquiétude, pourrait-on dire, c'est celle de la pression démographique. On l'entend souvent, n'est-ce pas? Le problème, c'est que nous sommes trop nombreux. Et là encore, c'est, à mon avis, une contre-vérité factuelle. Un rapport d'Oxfam assez récent montrait que les 1% les plus riches émettent 2 fois plus de dioxyde de carbone, qui est donc un gaz à effet de serre, que les 50% les plus pauvres. Donc ce n'est pas un problème de nombre, c'est un problème d'attitude de ceux qui sont en situation d'exercer une activité super prédatrice. Et bien sûr, j'y reviendrai, cette focalisation sur la démographie galopante est une sorte, à mon avis, de paroxysme de la vision néocoloniale, puisqu'elle revient finalement à demander aux pays les plus pauvres, qui ne sont pas responsables de la crise écologique, de faire des efforts alors même qu'ils n'ont aucune culpabilité dans la situation actuelle qui emporte en quelque sorte l'humanité et une grande partie des vivants, ce qui est pour le moins inqualifiable. L'autre raison de cette incompréhension, c'est, je crois, l'incompétence des élites. J'ai eu la chance de parler avec de nombreux responsables politiques, parfois du plus haut rang, et ils me confiaient off, comme on dit, hors micro, et je ne dirai pas leur nom, bien sûr, qu'en réalité, leurs collègues étaient extraordinairement incompétents sur ces sujets et que c'était aussi une cause majeure d'absence de décision radicale. Je vais citer un seul exemple, celui de la 5e génération de téléphonie mobile, la 5G, dont on parle beaucoup en ce moment. Bon, le chef de l'État a qualifié ceux qui s'interrogeaient sur cette 5e génération de passéistes, je ne me souviens plus ces mots exacts, mais il a moqué le simple fait que l'on puisse s'interroger sur le bien fondé de cette technologie, ce qui montre qu'il n'a simplement pas compris le problème, pour une raison très simple. Vous savez, avant une décision d'importance sociétale, la responsabilité politique élémentaire, c'est d'évaluer la balance bénéfice-risque. C'est ce qu'ont fait les médecins avant de nous proposer ce vaccin contre le Covid-19. Pourquoi? Parce qu'un vaccin peut tuer. Un vaccin tue d'ailleurs toujours un certain nombre de personnes, mais s'il soigne beaucoup plus de personnes qui n'en tuent, alors il a globalement un effet sociétal positif. Faisons cette analyse à la génération de téléphonie mobile.
le coût social, écologique, humain est absolument exorbitant. Pourquoi? Parce que la consommation va être vraisemblablement multipliée par 4, eu égard à l'utilisation de cette technologie. On le voit déjà dans les pays qui l'utilisent massivement. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où notre obsession pour la survie devrait être de diminuer la consommation. Et là, on décide qu'un secteur non négligeable de notre activité économique va voir sa consommation multipliée par 4. Alors, si ça permet de sauver 1 million d'enfants en Afrique, ça vaut le coup. C'est mon avis en tout cas. Mais on va voir après les bénéfices. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est le coût. Donc un coût énergétique qui est extraordinairement élevé. De plus, il va falloir construire des milliards de nouveaux terminaux mobiles de façon à utiliser cette 5e génération de téléphonie mobile, construire les antennes, etc. Et vous savez qu'on utilise environ 500 fois le poids d'un téléphone en terre pour le construire. Il y a environ 50 métaux dans un téléphone smart, dont des métaux rares. Il faut beaucoup d'acide sulfurique pour séparer ces métaux des roches-mères. Et on rejette bien sûr ces eaux chargées de métaux lourds en grande partie dans la nature. Ça, c'est un coût en termes de pollution qui est exorbitant. Il y a des problèmes de fracture numérique, il y a des problèmes de cybersécurité, il y a des problèmes d'addiction qui ne sont plus du tout négligeables pour les jeunes, etc. Donc le coût est énorme. Maintenant, voyons le bénéfice. Qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on va sauver des millions de gens? En quel cas, ça pourrait effectivement être justifié. Eh bien, rien, en fait. On gagne rien. On va peut-être pouvoir regarder des films en haute définition dans l'ascenseur. Peut-être que mes enfants pourront jouer à Fortnite en Ultra HD dans les toilettes du lycée. C'est absolument extraordinaire. Ou alors, au niveau industriel, on va peut-être pouvoir mettre en œuvre des processus qui sont encore plus dévastateurs et plus prédateurs. Donc, c'est une rétroaction positive qui va amplifier encore le phénomène. Donc, c'est un simple exemple pour vous montrer que cette analyse sérieuse, élémentaire, que n'importe qui comprend aujourd'hui la pertinence, n'est pas menée. Nous faisons comme si nous n'avions pas le choix, alors que bien évidemment, nous avons ce choix. Il est temps, je crois, de nous réapproprier le questionnement politique sur les orientations que nous prenons. Une autre cause que j'identifie, c'est celle des échelles temporelles. La temporalité pour être réélu, c'est quelques années. La temporalité pour un éventuel bénéfice écologique, c'est quelques décennies. Et vous voyez que ce différentiel de temporalité fait que, quelles que soient ses vertus par ailleurs, la soi-disant démocratie européenne, occidentale, disons, n'est pas adaptée. Alors évidemment, on n'a pas envie non plus de choisir la dictature. Hein. Tout le monde est d'accord avec ça. Personne ne souhaite la dictature et surtout pas moi. Mais sans rentrer dans la caricature qui consisterait à choisir le pire, ce que nous ne souhaitons pas, il faut comprendre qu'il y a néanmoins un problème avec le fonctionnement même de notre représentation politique compte tenu du différentiel d'échelle de temps. Peut-être une assemblée citoyenne, comme cela fut mis en œuvre, pourrait être une solution intéressante, mais à condition, bien sûr, que cette assemblée soit écoutée et même vraisemblablement qu'elle ait directement force de loi, au moins force de présentation des lois sans filtre au niveau du Parlement, ce qui manifestement n'est pas le cas à l'heure actuelle. Bon, bien sûr, d'autres problèmes évidents, c'est la puissance des forces de réaction, hein, les adversaires du changement et les adversaires de la prise de conscience sont beaucoup plus puissants que les militants ayant compris la situation actuelle. Et on s'est bien rendu compte, je dirais, avec la jeune Greta Thunberg et d'autres, que c'est sans limite. Voilà. Ils seront prêts à tout pour défendre leurs intérêts. Et ça, moi, je ne l'avais pas tout à fait bien compris, je ne l'avais pas soupçonné à ce niveau de démesure. Donc, si combat il y a, le fait est que c'est un combat à armes inégales dans lequel les conscientisés, pourrait-on dire, ont toutes les chances de perdre du point de vue du rapport de force. L'autre problème majeur, c'est ce que j'appelle le recours à la pensée magique, la beauté en moins. Parce que la vraie pensée magique peut avoir quelque chose, à mon sens, d'extrêmement fascinant pour sa puissance poétique ou symbolique. Mais là, ce n'est pas de cette pensée magique-là qu'il s'agit. Je dirais que c'est d'une croyance naïve au Père Noël. Quelques exemples que je vous donne. Croire, par exemple, qu'une croissance infinie. Vous savez, dans mon domaine, en physique, on appelle ça une instabilité, un régime de croissance exponentielle.
Et tout physicien sait que très rapidement, cela va détruire le système qui est en proie à ce phénomène de rétroaction positive. Et ça, les économistes ne semblent toujours pas l'avoir compris, alors que c'est de la science de collège. Bon. Deuxième pensée magique indéfendable, croire, si vous voulez, qu'indépendamment même de ce phénomène d'instabilité, nous aurions les ressources pour cette croissance. Mais on ne les a pas. Aujourd'hui, la croissance, ce sont les fossiles. Et les fossiles sont en quantité finie. Nous sommes au peak oil. Donc, de toute façon, la quantité de fossiles va diminuer. Vous pourriez vous dire, c'est une bonne nouvelle. Donc, elle va diminuer et par conséquent, le problème écologique va se résoudre de lui-même. Et ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que ça va diminuer lentement. Si nous suçons le pétrole jusqu'à la dernière goutte, nous serons à 5 ou 6 degrés de réchauffement climatique et donc dans un monde essentiellement invivable. Et en plus, si nous n'anticipons pas cette baisse, elle sera subie et non pas voulue. Et ça, il est très vraisemblable que ça constitue un gigantesque facteur d'instabilité géopolitique, c'est-à-dire émergence de guerres, de dictatures, de régimes autoritaires, de génocides et ce genre de choses pas particulièrement sympathiques. Autre croyance magique qui est très courante chez les politiques, croire, annoncer dans un beau costume avec un air sérieux qu'on va décorréler la croissance du PIB et l'impact écologique. Ça, c'est le Père Noël. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun exemple dans le monde où ceci a été fait. On ne peut pas parier notre survie et celle de nos enfants sur quelque chose qui est démenti par les faits. Il faut qu'on soit un peu sérieux, si vous voulez. L'autre croyance magique très répandue, c'est le solutionnisme technologique. Bon, bien sûr que parfois la technique est utile. Il n'y a aucun doute là-dessus. De temps en temps, elle sauve des vies. De temps en temps, elle nous permet de mener nos recherches de façon plus efficace. De temps en temps, elle nous simplifie certaines situations. Et je suis bien content, quand je vais chez le médecin, de jouir d'un certain nombre de progrès techniques. Pour autant, de façon globale, la surtechnologie est une partie du problème. Elle contribue massivement à la consommation. Il y a l'aveuglement axiologique. Axiologique, c'est-à-dire au niveau des valeurs. Et donc, c'est quand même un peu extraordinaire d'aller chercher la solution précisément là où le bas blesse. Bon. Une autre pensée magique commune, c'est de croire que les énergies renouvelables vont tout résoudre. Passons aux éoliennes et aux panneaux solaires et il n'y aura plus de problème. Alors ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que si on veut faire ça, il faut que la puissance installée soit multipliée par 4. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de physique, mais vous comprenez bien qu'une centrale nucléaire, ça se pilote. Une centrale thermique aussi, ça se pilote. Le soleil, il est là quand il est là. Voilà. Et le vent, il est là quand il est là. Et le moment où vous voulez prendre votre voiture n'est pas forcément le moment où il fait soleil. Et donc, il faut que cette énergie soit stockée et il faut qu'on achemine de beaucoup plus grandes quantités d'énergie parce qu'une centrale solaire ne fonctionne à son pic qu'environ 20% du temps. Donc ça veut dire qu'il faudrait surdimensionner considérablement le réseau et que donc ce n'est vraisemblablement pas une solution viable. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire aucune recherche de ce côté-là. Ça ne veut pas dire que les renouvelables sont à jeter. Mais ça veut dire que là encore, croire que c'est une simple question d'ingénierie et qu'il suffit d'astuces techniques pour s'en sortir, ça, c'est à mon avis évidemment faux. L'autre gros problème, c'est de croire, toujours pensée magique, que tout se résout par l'éthique individuelle. Voilà. Nous sommes des gens intelligents, éduqués, et par conséquent, nous allons faire les petits gestes pour bien nous comporter. D'abord, je ne suis pas du tout certain que nous soyons intelligents et éduqués, mais indépendamment de ça, c'est plus profond, si vous voulez. Je crois qu'aujourd'hui, nous faisons face à un problème systémique. Et il me semble qu'un problème systémique ne peut avoir de solution que systémique. On ne peut pas espérer l'émergence d'une révolution des pratiques à partir simplement de l'espoir un peu fou que les gens vont s'extraire de ce qui est valorisé par le système dans lequel ils se trouvent. C'est en quelque sorte auto-incohérent. On ne peut pas espérer que nos enfants soient très riches et en même temps se dire oui, mais probablement ils ne vont pas l'être. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas avoir un système qui valorise la prédation matérielle et se dire oui, mais dans ce système où ce qui est valorisé est la consommation et la possession, les gens ne vont pas le faire. Non, ça ne marche pas, ça. Il faut que les conséquences fonctionnent. Voilà.
Autre problème majeur, croire qu'il y a une corrélation entre les mots et les actes. Alors, on nous parle beaucoup des fameuses COP, les conférences sur le climat, on nous parle beaucoup des grands accords internationaux, on nous parle beaucoup des différentes tractations entre les chefs d'État. Et donc, beaucoup de nos concitoyens ont l'impression qu'il se passe quelque chose. On est enfin en train de traiter ce problème majeur. Sachez que c'est faux. La corrélation entre les grandes conférences et l'évolution des émissions de CO2 est nulle. Nulle. Ce que racontent nos dirigeants dans les conférences n'a aucun effet sur ce qui se passe réellement. Je dis bien aucun. Il y a 3 cas où les émissions de CO2 ont baissé de façon importante. C'est la grande crise de 1929, la Seconde Guerre mondiale et la pandémie Covid-19. Voilà les 3 cas où les émissions ont baissé. Ça n'a rien à voir avec les grands traités internationaux. Ils ne marchent pas. Nos dirigeants n'ont pas commencé à prendre la moindre mesure qui ait un véritable effet réel. Autre croyance magique, supposer qu'une énergie en remplace une autre. Vous voyez, on construit des éoliennes et grâce à ça, on va fermer des centrales thermiques. Ben, ce n'est pas vrai. Si vous regardez l'histoire de l'humanité, en fait, quand on dispose d'une nouvelle énergie, ce qui se passe, c'est qu'elle s'empile sur celle qui existe déjà. Et donc, en fait, non seulement on n'éradique pas la source d'énergie polluante qui était à l'œuvre, mais en plus, on dispose d'un plus gros moyen d'action sur notre environnement, comprendre un plus gros moyen de destruction de l'environnement. Donc, ce que je commence à essayer de vous faire sentir là, c'est que la seule solution, c'est la sobriété. Vous voyez, et certainement pas l'invention d'énergie propre. Autre exemple d'un miracle un peu scandaleux et un peu menteur, celui de l'hydrogène. On en parle beaucoup en ce moment. Et on nous explique que tout va bien puisque les voitures à hydrogène ne rejettent que de l'eau. Et c'est vrai. C'est vrai, les voitures à hydrogène ne rejettent que de l'eau. Alors, c'est vraiment pas polluant, c'est magnifique. Oui, à ce détail près que le dihydrogène qui est nécessaire à faire avancer ces voitures n'existe pas à l'état naturel de façon utilisable. Il faut donc le synthétiser. Comment le synthétise-t-on? En utilisant de l'électricité. Donc, on aura simplement délocalisé le problème, ce qui ne le résout pas du tout, mais ce qui se contente de le rendre invisible et donc d'amplifier vraisemblablement le cynisme et l'indolence avec lequel nous continuons de l'ignorer. Du côté aussi, je crois, des erreurs peut-être un peu plus subtiles, il y a celle qui consiste à identifier un adversaire unique. Alors, suivant nos convictions personnelles, religieuses, politiques, ethniques, sociologiques, tout ce qu'on veut, nous abordons le problème écologique avec des a priori. Dans les milieux, en particulier de militants écologistes politiquement étiquetés à gauche, il y a souvent cette idée que la crise est exclusivement liée au capitalisme. Et je crois que c'est faux, en fait. Il est tout à fait certain qu'il y a un lien avec le capitalisme, parce que le capitalisme possède en lui-même son propre principe d'illimitation, qui est contraire à un avenir durable. Donc je crois que c'est vrai qu'il y a un problème de capitalisme. Mais je crois que c'est faux de croire que tout le problème vient du capitalisme. Les Mayas n'étaient pas capitalistes et ils ont dévasté leur environnement. Les rois de France n'étaient pas capitalistes et en termes de justice sociale, ce n'était pas terrible non plus. Je crois, si vous voulez, que le problème est beaucoup plus profond que ça. Il va falloir aller vraiment au cœur de l'âme humaine et ne pas se contenter d'identifier un ennemi qui peut-être contribue à la problématique, mais qui n'est certainement pas le maître prédateur dont tous les autres dépendent. Bon. Donc j'en arrive au troisième temps. Quelles sont les ébauches de solutions possibles, à mon sens, face à cette situation dont j'espère nous conviendrons qu'elle est contrariante, pour le dire sous forme d'un euphémisme. Alors, je ne vais pas, nous sommes bien d'accord, lister les petits gestes. Je ne vais pas vous dire qu'il faut mettre les cartons dans la poubelle verte, sans doute il faut le faire, bien sûr, mais j'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur et qu'on s'interroge de façon systémique sur les problèmes et pas justement sur l'action individuelle. Tous ceux d'entre vous qui sont intéressés pour la connaissance des petits gestes élémentaires pourront les trouver instantanément sur 1000 sites web. Alors, moi, je crois que la première chose à faire, c'est d'oser tout interroger.
c'est-à-dire d'oser comprendre que nous sommes aujourd'hui dans une situation intenable. Voilà. Donc la rationalité la plus élémentaire est de regarder l'ensemble des structures, des pilastres, si vous voulez, de nos valeurs, et de se demander ce qui est à garder et ce qui est à éradiquer. Et ce que je trouve extraordinairement triste, c'est que même face à cette situation catastrophique, nos dirigeants ne posent aucune question. Je ne dis pas que la réponse serait nécessairement il faut tout révolutionner. Il y a dans notre monde des choses que je crois tout à fait souhaitables, tout à fait acceptables et même tout à fait belles. Il n'empêche qu'il est vital de poser les questions de façon à identifier les rouages, le cœur des rouages qui nous mènent à cette catastrophe. Et ce n'est pas fait. Et donc, le premier point est fondamentalement politique. Vous savez qu'en grec, le mot politique, on pouvait dire politikos, politeia, politiké, ça a beaucoup de sens différents, mais quel que soit le sens qu'on considère, qu'il s'agisse du vivre ensemble, de la structure institutionnelle, de la pratique du pouvoir, quel que soit le sens considéré, la question aujourd'hui est politique. Voyez-vous, je donne souvent cet exemple. Aujourd'hui, en Île-de-France, il y a 3 fois plus de sans domicile fixe, de SDF, que de logements vacants. Non, c'est l'inverse. Il y a 3 fois moins de SDF que de logements vacants. Et on ne pose pas la question. On ne pose pas la question, faut-il réquisitionner les logements vacants? Moi, je la pose. Voilà, je la pose ce soir. Faut-il réquisitionner les logements vacants? Pourquoi on ne la pose pas? Parce qu'on a considéré que le droit à la propriété et à l'usage absolument libre et incontrôlé de la propriété était en réalité plus sacré. D'ailleurs, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est considéré effectivement comme un droit sacré, ce mot est utilisé, que ce droit donc est plus sacré que le droit de vivre sous un toit. Peut-être que c'est le bon choix, peut-être, mais je trouve quand même que la moindre des choses serait aujourd'hui que nous nous posions la question et que nous réfléchissions à des réponses collectives assumées comme telles. Le second point fondamental, après le politique, c'est l'économique. On parle beaucoup des taxes. Vous savez, les taxes, c'est très injuste, hein, parce que les taxes, ça veut dire que les riches pourront continuer à faire comme si de rien n'était, parce que si leur billet d'avion augmente de 20%, ils ne s'en rendront même pas compte, et que les pauvres ne pourront plus prendre l'avion. Donc les taxes, c'est efficace, ça marche les taxes, mais j'ai du mal à considérer que ça puisse être une solution vraiment fondamentale et vraiment saine et vraiment juste. Moi, je crois que le plus important, si vous voulez, aujourd'hui en économie, ce n'est pas vraiment de taxer ceci, cela, ce n'est pas ça. C'est en fait de prendre conscience de la contingence de nos élaborations, c'est-à-dire du fait que notre système économique pourrait être différent, qu'il pourrait ne pas être. Je ne supporte plus qu'on me parle de réalité économique. C'est faux, ça. Les réalités, elles sont physiques, elles sont biologiques, elles sont médicales, elles sont géologiques, elles sont tout ce que vous voulez. Elles ne sont pas économiques. L'économie, ce ne sont que des conventions. C'est très facile de les changer. C'est ça, aujourd'hui, la révolution qui est importante. Ce n'est pas de taxer davantage les GAFA. Sans doute, il faut le faire. Mais ce n'est pas que ça. C'est de comprendre que ce que nous avons créé et qui nous mène aujourd'hui à notre perte ne va pas de soi. Le troisième niveau, dirais-je, est symbolique. Ça, c'est très important, le symbolique, parce que je crois qu'une grande partie de nos comportements, de nos actions, en fait, sont faits pour plaire. On s'achète une image, on s'achète en quelque sorte un regard bienveillant de l'autre. Et si donc notre système de valeurs change, j'ai la conviction profonde que nos comportements changeront. Parce que je crois que celui qui s'achète un yacht, bon, ça ne concerne pas beaucoup de gens, hein, il faut pouvoir, mais en fait, ils s'en fichent du bateau. Ils s'en fichent. Ce qu'il veut, c'est les jolies filles qui vont venir dessus, évidemment. Et c'est le regard envieux de l'autre milliardaire qui a un yacht un peu plus petit. Mais si les filles ne vont plus dessus, parce qu'elles trouvent ça plouc, ridicule, grotesque d'avoir un yacht, et si le milliardaire d'à côté, au lieu d'être envieux, devient méprisant, vous n'aurez plus envie d'avoir un yacht. Ça se fait tout seul en réalité. Et ça, c'est quelque chose que je crois un peu aujourd'hui en train de fonctionner, mais de façon évidemment beaucoup trop lente. J'ai des amis, par exemple, artistes, qui ont une certaine visibilité, qui sont aimés par les jeunes et qui commencent à être fiers d'avoir des vêtements recyclés, de mettre des choses achetées d'occasion, etc. Donc, c'est en train d'arriver, mais de façon, bien sûr, extrêmement lente.
il y a naturellement un ressort scientifique. Ça, c'est une évidence. La science a son mot à dire dans la description d'une réalité physique. Les incendies, par exemple, s'emballent, ça contribue à des rétroactions positives. Vous comprenez l'idée, c'est que plus il fait chaud, plus on a d'incendies, mais plus on a d'incendies, plus on libère de gaz à effet de serre qui eux-mêmes contribuent à réchauffer le climat. C'est ça qu'on appelle une rétroaction positive, c'est que c'est un emballement, si vous voulez. Au lieu de se stabiliser, le système se déstabilise de lui-même. Ce que la science nous montre aujourd'hui, c'est que les conditions d'habitabilité de la planète sont menacées. Ce n'est quand même pas un détail, c'est ce qui est le plus important. Si les conditions d'habitabilité ne sont plus réunies, le reste n'a même plus de sens puisqu'il n'y aura pas de reste. Voilà. Donc tout ça est correct, la science a son mot à dire. Mais il faut garder en tête que le problème n'est pas essentiellement scientifique. Si vous voulez, si vous décidez que nous préférons jouir encore un peu de nos smartphones et de nos 4x4 et que l'avenir de nos enfants ne nous importe pas, ce n'est pas une erreur scientifique, ça. C'est une erreur morale. C'est une erreur éthique. Si on dit ça, en fait, on est un gros con. Mais on n'est pas dans l'erreur scientifique. Donc, il faut faire très attention à ça. La science a un pouvoir descriptif. Elle n'a pas un pouvoir normatif. Elle nous dit ce qui est, elle nous dit éventuellement ce qui va advenir. Par exemple, elle nous explique qu'il n'y a pas d'épuration chimique du CO2. Ça, ce que ça veut dire en clair, c'est que tout le CO2 qui est émis aujourd'hui dans l'atmosphère, il ne peut pas disparaître aux échelles de temps importantes pour nous. Ça veut dire que quand dans 20 ans, parce que croyez-moi, ça va arriver, quand dans 20 ans on se dira nous avons été débiles de ne pas prendre les mesures qui s'imposaient, on ne pourra pas revenir en arrière parce que c'est trop tard. Le CO2 qui est là est là. Il faudra 10 000 ans environ pour qu'il retrouve une valeur quasiment nulle. Mais 10 000 ans, ce n'est pas intéressant pour nous. C'est l'infini pour nous. Bon. Voilà ce que nous dit la science, et c'est essentiel. Mais la science ne nous dit pas là où nous souhaitons aller. Et c'est ça la question que je crois plus fondamentale, qui est poétique. Poétique pourquoi ? Parce que le poète, c'est celui qui sait poser des questions qui n'existaient pas encore, qui sait voir des vacillements qui n'étaient pas identifiés, qui sait comprendre que même la structure de la grammaire, que même la syntaxe d'une langue peuvent être remises en cause et déconstruites. Et c'est quelque chose d'assez violent, en fait, la poésie, mais une belle violence, une violence constructive. Donc il y a une dimension poétique, et comme je le disais tout à l'heure, une dimension axiologique, c'est-à-dire liée à l'ensemble de nos valeurs. Qu'est-ce que nous voulons vraiment ? C'est ça la question. Il faut qu'on redéfinisse la croissance, par exemple. Est-ce que vraiment avoir perdu les oiseaux du ciel, avoir perdu les animaux sauvages de nos forêts, mais avoir gagné un temps de latence plus petit sur nos téléphones portables, c'est une croissance de notre expérience du monde. C'est ça la question. Donc il faut maintenant qu'on se réapproprie ces mots et qu'on pose des questions qui dérangent. Par exemple, celle de la liberté. Vous savez, les anti-écolos sont tout le temps en train de dire « oui, mais nous sommes libres. Nous devons rester libres de faire ce que nous voulons. » Et c'est complètement idiot, ça. Tout le monde est pour la liberté. Vous êtes pour la liberté, je suis pour la liberté, tout le monde ce soir vote pour la liberté. Ce n'est pas ça qui est intéressant. La question intéressante, c'est comment réagir quand il y a deux libertés incompatibles. Est-ce qu'on préfère la liberté de pouvoir sortir de chez soi parce que l'air est respirable et que la température est vivable, ou la liberté de pouvoir changer son smartphone tous les 3 mois en l'achetant sur Amazon? C'est ça la question. Et donc la question n'est pas de savoir si on aime la liberté, la question est de se dire quand une liberté, et en l'occurrence notre liberté de vivre, peut-être que cette liberté-là devrait cesser d'en être une. De la même manière que nous avons tous décidé que le meurtre était interdit. Et oui, et c'est bien une privation de liberté, n'est-ce pas, d'interdire le meurtre. Mais c'est une privation de liberté qui est souhaitable. Exactement comme la condamnation de la violence. Tout le monde est contre la violence, évidemment, et heureusement. Il n'empêche que ce n'est pas comme ça que se pose le problème. Pensez à Madiba, à Nelson Mandela, qui n'a jamais déposé les armes. Pourquoi ? Parce qu'il a considéré que le recours à une violence modérée permettait de mettre fin à une plus grande violence. Je ne suis pas en train d'appeler à la révolution. Moi, personnellement, je n'ai jamais rien fait d'illégal. Donc, je ne fais pas partie des gens qui vont casser des vitres et qui vont mettre le feu aux antennes. Et je n'invite personne à le faire. Je dis simplement que si on veut parler de violence, il faut être sérieux.
c'est-à-dire qu'il faut hiérarchiser les véritables violences, c'est-à-dire celles qui endiguent la possibilité de la continuité de notre existence, ça c'est la violence suprême, aux violences secondaires, par exemple un groupe d'Extinction Rébellion qui va empêcher de consommer dans un centre commercial pendant 1 heure. Certes, c'est une infraction à la loi, mais je confesse que ça ne m'émeut pas beaucoup en ce qui me concerne. Alors, je voudrais terminer ce petit exposé avec la dimension spirituelle, puisque nous sommes aujourd'hui à l'ICFM. Non, IFCM, excusez-moi, et donc en disant quelques mots peut-être sur le lien de ces problématiques avec la culture musulmane. Alors d'abord, je dois dire qu'il y a 2 démarches que j'exècre et donc dans lesquelles je vais essayer de ne pas sombrer. Et ce sont 2 gestes qui sont très banals chez les intellectuels occidentaux. Le premier geste que je récuse, vous savez, c'est celui qui consiste à extraire comme ça une phrase du Coran, par exemple, de son contexte, et à expliquer aux musulmans ce qu'est leur religion ou ce qu'est la bonne manière de la pratiquer. Alors ça, c'est à la fois stupide et irrespectueux. Donc, je ne vais pas faire ça. Le second geste qui m'agace beaucoup relève plutôt d'une sorte, on pourrait dire, de paternalisme néocolonial et consiste à s'interroger sur la meilleure manière d'inculquer nos valeurs écologiques, fraîchement découvertes en Occident, aux citoyens musulmans, ou disons de façon plus large, par exemple, aux pays arabes. Alors ça, c'est quand même un comble, parce que l'Europe et les États-Unis, qui comptent bien sûr des citoyens musulmans, mais qui ne sont pas des pays à dominante musulmane, sont depuis 2 siècles les causes majeures de la catastrophe, et se demander aujourd'hui comment expliquer à ceux qui n'y sont essentiellement pour rien ce qu'il convient de faire pour en sortir, c'est assez extraordinaire. Donc je ne vais pas faire ça non plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt au contraire de renverser en quelque sorte le rapport d'exemplarité et de tenter d'apprendre des cultures qui ne sont pas celles de la mondialisation libérale. Et en particulier concernant l'islam, et dans toute la mesure de mon incompétence, de mon inconnaissance, il y a quelques points quand même qui me semblent intéressants au niveau du Coran, des hadiths ou de la Sunna. Alors, il y a cet épisode que j'ai découvert à l'occasion, pour être honnête, mais de la sourate 33, où Allah propose le dépôt de la confiance et de la connaissance absolue en s'adressant d'abord aux montagnes, à la terre, au ciel, et ensuite seulement à l'humain, qui accepte in fine, si j'ai bien compris, de porter cette responsabilité presque comme une charge. Et je trouve que ce dialogue entre Dieu et les éléments a un sens fort, finalement. Il signifie que pour une conscience musulmane, la terre a une histoire, une dignité et, vous me corrigerez si je me trompe, une valeur intrinsèque. C'est en tous les cas l'analyse de Mohamed Taleb. Et je trouve que c'est un point absolument fondamental, parce que dans une telle vision, la nature ne se réduit pas à une ressource. Et donc, la solution à la crise ne peut pas se réduire à une astuce. En ce sens, on intégrerait le fait que la catastrophe écologique n'est pas un problème simplement de ressources, de techniques, mais que c'est un enjeu philosophique et éventuellement spirituel. En quelque sorte, nous aurions profané une sorte de sacralité, et dès lors que la nature a été dévitalisée et déspiritualisée, bien sûr, sa mutilation devient insignifiante. Le deuxième point, je crois, intéressant, c'est qu'il existe, me semble-t-il, et là encore vous me corrigerez si je fais erreur, un authentique droit musulman de l'environnement, qui est en quelque sorte une composante de la charia, alors au sens non pas de la déformation médiatique occidentale, mais au sens, si j'ai bien compris, moins d'une loi que d'un cheminement. Je crois que c'est son sens originel en arabe. Et dans ce droit musulman à l'environnement, la croyante ou le croyant peuvent trouver des règles d'un être à la nature, et c'est ça qui est intéressant, qui déconstruit finalement cette notion même de nature. Parce que cette dualité nature-culture, c'est un des grands problèmes des valeurs occidentales qui a coupé en quelque sorte la continuité entre l'homme et les autres vivants. Et ça, je crois que c'est un point très important parce que j'entends parfois dire que l'écologie, c'est une nouvelle lubie de bobos occidentaux. Et ça, je crois que ce n'est pas vrai du tout, en fait.
historiquement, l'écologie n'est absolument pas une valeur occidentale. Et donc, il me semble que l'inscription dans une démarche écologique n'est pas du tout une concession à l'occidentalisation. C'est exactement l'inverse, en fait, parce que toute la philosophie occidentale est fondée sur l'opposition radicale de l'humain et du non-humain, sur la dualité nature-culture. Et je crois qu'en ce sens, il y a une connivence non artificielle entre décolonialisme, par exemple, et écologisme. Ce n'est pas l'humanité, n'oublions pas, qui a failli. C'est une petite partie de celle-ci qui est à l'origine de la crise écologique. Et enfin, je dirais que il me semble que dans la tradition islamique, la frontière entre homme et nature est en quelque sorte malléable, variable, floue et en tous les cas poreuse. Je crois que les humains, les djinns, mais aussi les animaux, les plantes, les océans, les montagnes, en tant que création divine qui adore le divin, communient en quelque sorte dans cette adoration. Et je crois que le fait que nous faisons partie de ce tout avec une exceptionnalité relative est un point qui est absolument intéressant. Alors au niveau pragmatique, évidemment, je pourrais citer cette chose tout à fait remarquable, en fait, qui est le devoir musulman de ne pas faire fructifier l'argent, hein, cette interdiction des intérêts. Alors ça, c'est assez amusant, parce que vous savez peut-être que André Gerdst, le fondateur, en quelque sorte, de l'écologie théorique, avait précisément identifié ici l'origine majeure du problème, l'origine de la catastrophe, dans le fait que nos biens suffisent à générer des biens. Voilà. Donc là, il y a aussi encore peut-être à apprendre de cette religion. Et pour finir, je dirais que de ce que j'en connais, c'est-à-dire peu de choses, ce qui me semble vraiment intéressant dans la pensée islamique par rapport à la question qui nous intéresse ce soir, c'est l'humilité, qui est quand même cette grande oubliée du monde occidental. Il me semble que quand un musulman ouvre son discours par un Bismillah et le termine par un Hamdullah ou Hamdulillah, il rend grâce à ce qui littéralement le dépasse. Et c'est ça qui est important. Il y a de l'ailleurs. C'est pas tellement important ici pour moi que cet ailleurs s'appelle Allah ou autrement, mais il y a de l'ailleurs. Et je crois que la philosophie occidentale contemporaine, que par ailleurs j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup d'affinités avec la philosophie occidentale contemporaine, mais je crois qu'en tant que pensée de l'immanence, et ça c'est pas choquant, là où elle est devenue problématique, c'est qu'elle est aussi devenue une pensée de la suffisance. Et ça, je crois que c'est un point sur lequel une certaine forme de religiosité pourrait nous aider à peut-être y voir plus clair. Voilà, je vous remercie. J'ai tenu mon temps, miraculeusement. Oui, merci beaucoup Aurélien pour cet exposé. On a évidemment été très frappé par l'état des lieux qui a été dressé dans la conférence. Il faut bien dire qu'il s'agit là de prise de conscience qui sont totalement basées sur des faits scientifiques prouvés et éprouvés, objet du consensus très large de la communauté scientifique. Et donc, se pose la question que tu as bien posée de la raison pour laquelle nous ne réagissons pas face à ces faits qui sont déjà dramatiques et qui risquent d'empirer dans les années à venir. Alors, parfois, on a posé la question sous la forme d'une dissonance cognitive, c'est-à-dire on ne croit pas à ce qu'on sait. On entend dans les journaux, à la télévision que la crise écologique est là, mais ça nous fait tellement peur qu'il y a une sorte de séparation en nous et on continue à agir comme de si rien n'était parce que le problème est trop grave et en quelque sorte, on n'arrive pas à passer de la prise de conscience à l'action. Tu n'as pas mentionné cette question psychologique de la dissonance cognitive. Tu aurais quelques mots à dire là-dessus, puis après, peut-être qu'on continuera sur les questions spirituelles qui nous intéressent particulièrement ici, bien sûr, à l'IFCN. Oui, oui, bien sûr, tu as raison, et les psychologues se sont vraiment saisis de cette question. L'ennui, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur les conclusions. Il y a un courant de pensée qui effectivement suppose que ce qui nous est demandé est tellement énorme que quelque part il faudrait le cacher et demander des petits pas parce que les petits pas sont les seuls faisables. Et à contrario, il y a un courant de pensée dont je suis peut-être plus proche moi-même, qui considère qu'on n'a plus le temps de voir les choses comme ça et que finalement, la panique, une panique raisonnable, hein, il ne s'agit pas bien sûr de mettre les foules en délire, mais une
réalité une solution relativement rationnelle face à la situation actuelle et qu'il faudrait donc non pas sortir du catastrophisme qui est une forme de rationalisme, mais le déployer davantage. Donc je crois qu'en fait, le malheur, c'est que toutes les solutions qui se sont avérées infructueuses. Par conséquent, je crois que nous tâtonnons aujourd'hui et c'est pour ça que moi, je n'ai même pas envie là pour l'instant de parler d'islam, mais juste de parler d'autres cultures autres, j'entends par rapport à la culture dominante occidentale. Moi, j'ai envie que nous soyons simplement un peu humbles, en fait, et qu'on regarde d'autres manières d'être au monde, parce que, je le disais tout à l'heure, enfin, ce n'est pas la totalité de l'humanité qui a failli. Il se trouve qu'aujourd'hui, la part de l'humanité qui tient les rênes matérielles de notre histoire est celle que nous connaissons. Voilà, c'est celle de cette modernité matérialiste, capitaliste. Bon, très bien. Mais beaucoup d'autres cultures avaient développé, je dis avaient parce que partie d'entre elles sont éradiquées, des êtres au monde extrêmement différents. Et donc, je crois que plutôt que de ressasser comme ça, de façon un peu avide, en quelque sorte, nos incompréhensions, ce qui serait intéressant, même d'un point de vue pragmatique, aujourd'hui, c'est d'apprendre, de regarder l'Afrique, de regarder ailleurs, de regarder l'Amérique du Sud, ou même de regarder en France les autres manières d'être, pour s'enrichir de leurs valeurs. Et oui, le problème psychologique que tu mentionnes, il est considérable, oui, mais je crois qu'on ne sait pas le résoudre, hélas. Alors, il y a un autre point sur lequel j'aimerais qu'on revienne avant de parler peut-être de questions plus spirituelles, c'est l'optimisme face à la science, qui consiste à dire, voilà, l'humanité a connu bien des crises, et on s'en est toujours sorti à cause de notre inventivité. Donc, il va y avoir quelque chose qui va arriver dans les années à venir, une découverte technologique. Je ne sais pas, alors il y a des candidats, hein, l'intelligence artificielle, la fusion nucléaire. Et ça va résoudre tous nos problèmes. Donc, soyons optimistes et attendons que les scientifiques, dont nous sommes toi et moi, trouvent la solution à nos problèmes. Et en fait, ça, c'est aussi une illusion, comme tu l'as montré, mais est-ce que tu pourrais revenir là-dessus? Oui, c'est très étonnant parce que, en fait, ce discours pro-science n'est pas le discours des scientifiques. Discutons avec les experts du GIEC, du groupe intergouvernemental qui réfléchit sur le climat, ou son homologue pour la biodiversité, ils sont catastrophés et ils expliquent qu'il faut un changement absolument radical de nos manières de vivre. Et en fait, ceux qui disent ne changeons rien, la science va s'en occuper, ne sont pas des scientifiques. Ce sont généralement des militants ultra-libéraux qui n'ont pas envie de renoncer à leur confort. Donc c'est très dérangeant de voir ce discours qui confère à la science un pouvoir qui n'est pas le sien et qui n'est pas porté en réalité par les gens qui sont effectivement compétents en sciences. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on peut dire on s'en est toujours sorti. Oui, mais pas si bien quand même. Hein. On est toujours sorti, certes, mais avec quand même des épisodes de famine extraordinaires, avec des pandémies extraordinaires, avec des guerres extraordinaires. Et demandons aux pays colonisés s'ils s'en sont si bien sortis que ça pendant les périodes d'exploitation, qui parfois continuent d'ailleurs encore, etc. etc. Donc, une petite partie de l'humanité s'en est sortie en faisant payer pour ça une grande autre partie de l'humanité. Mais je crois que ça ne dépend pas essentiellement ça de trouvailles technologiques. Ça dépend d'un renouvellement de notre système d'appréhension du réel qui est en partie scientifique, en partie philosophique, en partie poétique, en partie axiologique, etc. Et je pense effectivement que croire qu'une solution technique peut résoudre un problème qui n'est pas technique, c'est avoir tout simplement mécompris les enjeux de ce que nous traversons. Alors, je regroupe deux questions là, qui sont en train d'arriver. Il y a des questions différentes qui arrivent. Bon, récemment, l'inaction climatique de l'État français a été jugée illégale. Donc, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Et il y a une autre question un peu dans le même état d'esprit. Si ce genre d'action citoyenne pour montrer que l'inaction des politiques ne peut pas continuer, quels sont les mécanismes que les politiques pourraient mettre en œuvre pour commencer à aborder réellement le problème et dans une perspective de le résoudre et pas simplement de parler pendant que les choses se dégradent?
Oui. Alors, moi, je suis favorable aux alliances. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de manières différentes d'aborder cette question. Je crois qu'elle est tellement grave, tellement urgente et tellement complexe que tous les moyens de l'aborder sont bienvenus. Tout ça pour dire que je ne suis pas personnellement très favorable à ça. J'avais un peu participé à la première vidéo qui voulait attaquer l'État en justice. Et puis finalement, je n'ai pas participé à la nouvelle parce que je n'y crois vraiment pas. Voilà. Néanmoins, ce n'est pas grave que j'y crois pas. Il y a des gens qui pensent que c'est une bonne façon de faire et je les soutiens. Le problème, si vous voulez, de ça, à mon avis, il est double. D'abord, le côté positif, soyons un peu positifs. Le côté positif, c'est qu'on en parle. Donc, c'est très bien. Ça fait la une des médias, ça fait des dizaines de millions de vues sur Facebook. Bon, moi, je crois qu'en parler, ça ne résout pas le problème. Mais enfin, quand même, il y a des gens qui ne savaient pas, qui, grâce à ça, savent. Bon, très bien. Ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Mais le côté négatif, c'est qu'on reste encore dans une vision qui consiste à dire on ne change rien à nos structures, à nos institutions, à nos valeurs, à nos systèmes de pouvoir, à nos systèmes de richesse, etc. Et on demande à l'État, jouez les pères fouettards et résolvez tout. Mais ça ne peut pas marcher, ça. Dieu sait que j'ai des griefs contre l'État. Dieu sait que je pense que l'État devrait faire mieux. Mais on ne peut pas non plus lui demander l'impossible. C'est l'impossible. Si on ne change pas globalement le socle systémique, on ne peut pas espérer que l'État résolve le problème. On ne le peut pas. Écoutez, vous voyez bien, on a une pandémie mondiale, on demande aux gens de rester un peu chez eux, ils disent ah non, on en a ras-le-bol. Non mais attendez, c'est pas l'État qui a mis le virus dans la rue, n'est-ce pas? En plus, ça fait pas du tout les affaires de l'État, hein, que le PIB s'effondre, que la croissance s'effondre, que les impôts s'effondrent, qu'on mette un masque. Les masques, ça a toujours fait peur hein, à l'État. Donc ça fait pas du tout les affaires de l'État, ce qui se passe en ce moment. Et pourtant, les citoyens répondent non, 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 on en a ras-le-bol, on veut sortir, on veut prendre des bières. Pas tous les citoyens, pas les musulmans, je suppose. Mais enfin, bon, toujours est-il qu'on voit bien qu'il y a quand même une incapacité à endosser, à accepter en quelque sorte les prérogatives de l'État, même quand elles sont quand même à l'évidence pour le bien commun. Alors imaginez maintenant qu'on nous demande de faire ce qu'il faut sur le plan énergétique et que ça vienne d'une solution autoritaire de l'État et non pas d'un changement de valeur à l'échelle également citoyenne, ce serait la révolution. Ce serait la révolution. En fait, il n'y a pas de solution technique et il n'y a pas de solution politique. Donc, le message finalement de la conférence, c'est que c'est avant tout une question de valeur, une question axiologique et spirituelle. Il y a eu d'ailleurs un certain nombre de travaux qui ont été faits sur le sujet. Il y a une conférence des consciences qui a eu lieu à Paris, il me semble en 2015, qui a été organisée à l'époque par Nicolas Hulot. Et bien sûr, il y a l'encyclique Laudato Si du pape Benoît, du pape François, pardon. Et puis, du côté musulman, par exemple, il y a la fameuse déclaration sur le changement climatique global qui a été émise par un groupe de scientifiques travaillant à Istanbul. Donc, il y a aussi des prises de position de personnalités ou d'institutions religieuses. Comment, alors évidemment, les sociétés occidentales sont en grande partie, se sont en grande partie éloignées des questions religieuses et spirituelles. Comment vois-tu cette cette prise de conscience de la dimension axiologique et spirituelle dans un monde qui est complètement sécularisé? Est-ce que tu penses que les religions devraient avoir une parole plus forte, sur les religions en général et les grandes spiritualités de l'humanité devraient avoir une parole plus forte sur la question, ou est-ce que ça viendra d'ailleurs? En fait, il y a deux manières très différentes de voir ce qu'il faudrait faire, qui sont toutes les deux justes en fait. La première consiste à dire il faudrait un effort extraordinairement élevé. Et ça, c'est vrai. Je vous donne juste un exemple. La baisse de CO2 qui a été induite par la pandémie Covid-19 est à peu près ce qu'il faudrait faire chaque année pour s'en sortir. Mais faire chaque année, c'est-à-dire que chaque année, on fait ça en plus. Hein. On ne reste pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que la baisse qui a eu lieu là doit continuer comme ça chaque année pour tenir l'accord de Paris. Bon. Ce qu'on ne fait pas, évidemment. On ne fera pas du tout. Bon. Donc, on voit bien que l'effort à faire serait considérable. Ça, c'est la première analyse. Mais la seconde analyse, c'est de dire, oui, mais
Maintenant, prenons un peu de hauteur. On appelle ça un effort. Pourquoi? Parce qu'on fait comme si tout ce que nous faisions jusqu'à maintenant relevait réellement d'une qualité de vie authentique et fondamentale. Et on peut s'interroger, c'est-à-dire de se dire effectivement, si on ne prend plus l'avion de façon fréquente, pour ceux qui en avaient les moyens, j'entends, est-ce qu'on perd vraiment en qualité de vie? Si on commence à reconnaître les chants d'oiseaux, parce qu'il en reste encore quelques-uns, plutôt que de reconnaître à l'oreille les notifications Twitter, Snapchat, Instagram et Facebook, est-ce qu'on perd vraiment en qualité de vie? C'est ça les questions fondamentales. Et c'est là, je crois, alors moi je suis un peu mal placé pour parler de spiritualité parce que au sens traditionnel du terme, je ne suis pas croyant, donc je m'aventure sur un domaine que je ne maîtrise pas. Mais c'est intéressant aussi, en tant que non-croyant, que moi je fasse ce constat, qui est de dire l'immanence pure ne fonctionne plus. Moi, je ne me prononce pas sur l'existence de Dieu. Je ne ressens pas la foi, voilà, pour le dire de façon brutale. Mais je ressens l'importance fondamentale d'un ailleurs. Il y a un ailleurs à ce que nous avons construit. On peut discuter de quelle est la nature de cet ailleurs. Est-ce que c'est une autre forme, effectivement, de matière? Est-ce que c'est une autre forme de pensée? Est-ce que c'est l'existence de Dieu? Est-ce que c'est... je ne sais pas. Et c'est une discussion extrêmement intéressante. Mais du point de vue partiel de la crise qui nous intéresse, si déjà nous pouvions nous mettre d'accord sur le fait que la sécularisation radicale échoue, ça serait déjà pas mal. Et moi, j'aime énormément l'idée que face à cette crise, nous puissions faire communauté de destin. Voilà. Je disais tout à l'heure que, je crois, hein, contredisez-moi si je me trompe, mais que la fructification les intérêts, disons, sont haram. Mais dans une banque française, je ne sais même pas, moi, comment on pourrait faire pour ne pas avoir d'intérêt. Je ne peux pas dire à ma banque, je voudrais placer mon argent et ne pas avoir d'intérêt. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Je suppose que dans des pays musulmans, ça doit être possible. Donc, c'est un détail, hein, parce que c'est prendre les choses par le petit bout de la lorgnette. Mais je trouve qu'il y a quand même lieu aujourd'hui à une communauté de destin face à un problème qui nous dépasse. Et le fait qu'il nous dépasse, moi, c'est sur ça que je voudrais insister. J'ai très souvent entendu chez certains militants, on va dire, écologistes, tendances, technophiles, l'idée suivant laquelle il faudrait en finir avec la pensée religieuse, qui est une pensée magique, nous conduisons à notre perte. Bon, ils ont parfaitement le droit d'être contre la pensée religieuse, ça c'est un droit imprescriptible, mais c'est un peu gros quand même de croire qu'elle nous mène à notre perte. Aujourd'hui, face à cette crise, c'est faux. C'est faux, c'est simplement factuellement faux. C'est au contraire le monde ultra matérialiste, capitaliste, immanent et consumériste qui nous mène à notre perte. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'on se convertisse tous demain à une religion quelle qu'elle soit. Moi, je crois que je ne vais pas le faire. Mais ce n'est pas la question. C'est simplement, je trouve, d'accepter notre insuffisance. Voilà. Voilà. Tu as dit que tu connaissais mal l'islam, mais tu as quand même cité trois aspects qui, me semble-t-il, sont très importants pour définir la relation que les musulmans ont vis-à-vis de la nature. Hein. C'est un mot qui n'existe pas dans le Coran, le mot nature. Hein. On reviendra sur le mot qui existe dans le Coran dans une minute, mais la première question, le premier aspect, c'est la question de la responsabilité. Et cette responsabilité, elle existe, comme tu l'as dit très justement, vis-à-vis d'une transcendance, vis-à-vis de, toi tu appelles ça un ailleurs, pour les musulmans, pour les croyants en général, cette responsabilité, c'est vis-à-vis d'une transcendance qui nous dépasse infiniment, qui est Dieu. Hein. Alors, après, c'est le grand mystère de Dieu, hein, mais c'est-à-dire quelque chose qui est radicalement différent et par rapport auquel on est responsable. Le deuxième aspect que tu as bien souligné, d'ailleurs, tu as bien senti les choses intuitivement, c'est que le monde ne nous appartient pas. Le monde est une création, et une création qui fait signe, c'est-à-dire que tout a une valeur de connaissance dans le monde. Et le Coran décrit avec beaucoup de précision le monde naturel, le monde des oiseaux, des animaux, le désert, les plantes,
la mer, les montagnes, les nuages, le ciel, etc. Tout ça fait signe, tout ça a un sens. Et notre responsabilité en tant qu'être humain, c'est de nous comporter dans cette création comme un jardinier dans un jardin. Le jardinier ne possède pas le jardin, mais il peut en manger les fruits avec modération, mais il ne peut pas arracher les arbres. Ça nous conduit au troisième aspect que tu as bien identifié et sur lequel je voudrais que tu reviennes, c'est la question de la sobriété. Voilà. La sobriété qui est un mode de vie, ça veut dire réaliser que notre passage sur Terre n'est pas pour une consommation qui dépasse nos besoins minimaux. La raison de notre passage sur Terre, c'est la connaissance. Alors, pour les musulmans, c'est la connaissance de Dieu, mais c'est aussi la connaissance des autres. Hein. Il y a ce passage fameux du Coran qui dit, où Dieu dit, nous vous avons créé en peuple et en tribu pour que vous vous connaissiez les uns les autres. Et c'est peut-être dans cette sobriété et dans cette connaissance réciproque que se situe l'avenir de l'humanité au XXIe siècle. Donc j'aimerais bien que tu réagisses sur la façon de mettre en œuvre cette sobriété. Finalement, comment peut-on commencer à être sur ce parcours de sobriété et d'humilité auquel tu faisais allusion tout à l'heure? Oui, et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que il me semble que là encore, nous sommes un peu leurrés par nos habitudes. C'est-à-dire qu'en effet, on nomme ça, et je comprends très bien ce que tu dis, bien sûr, sobriété. Mais en réalité, la sobriété dont il est question est infime, en fait, parce qu'on ne parle que de sobriété par rapport à un tout petit aspect de la vie, qui est l'accumulation de biens matériels, qui est l'activité prédatrice sur autrui, sur les humains, sur les animaux. Mais je ne crois pas qu'il y ait un besoin de sobriété quant à la création artistique, quant à la connaissance scientifique, quant à l'amour donné à ses prochains, quant au respect, quant au désir de comprendre, quant au désir de produire tout, sauf, j'entends une fois de plus, ce qui relève de la prédation. Et donc, en fait, moi, je trouve que le plus extraordinaire, c'est qu'on arrive à construire spontanément l'image d'un monde triste. Vous savez que souvent, les écologistes sont moqués comme voulant retourner à l'âge des cavernes, ce qui est tout à fait inepte naturellement, alors que si on est un peu sérieux, la sobriété dont il est question ne touche presque jamais rien d'essentiel. Et au contraire, il me semble, c'est un pari, mais il me semble qu'elle est en quelque sorte la condition de possibilité de l'inverse d'une sobriété, d'une fulgurance dans les domaines qui ont réellement un sens. Bon, je donne un exemple absolument trivial et tout à fait inintéressant, mais en ce qui me concerne, il y a quelques mois, quelques années, je ne sais plus, j'ai essentiellement fermé tous les réseaux sociaux, bon, sur lesquels je passais pas mal de temps. C'est une sobriété, je consomme beaucoup moins d'énergie, j'ai plus besoin d'être connecté tout le temps, etc. Mais en fait, cette sobriété a ouvert énormément de possibles. À l'arrêt de bus, au lieu d'être sur mon téléphone, je lis un livre. Mais en fait, ce n'est pas sobre intellectuellement. Oui, c'est sobre, je consomme moins d'énergie, j'utilise moins de données informatiques, etc. Mais en réalité, intellectuellement, c'est le contraire d'une sobriété. Je recommence à penser. Et donc, c'est ça peut-être qu'il faut décaler. C'est que cette sobriété attendue pourrait s'accompagner d'une sorte d'effervescence dans tout ce qui est autorisé. Alors, autorisé, je ne sais pas s'il faut le prendre peut-être d'un point de vue écologique ou d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue éthique. C'est à discuter, ça, c'est à discuter sereinement. Mais toujours est-il que je crois qu'aucune religion et aucune morale ne nous interdit d'aimer sans mesure. Voilà. Et donc ça, ce n'est pas un problème. Et ça, on peut le faire. Et donc, voilà, je pense qu'il faut qu'on comprenne que la sobriété en question est infime, en fait. Oui, parce qu'en fait... C'est un peu comme, excuse-moi, juste une dernière analogie, c'est un peu comme les privations de liberté. Quand certains nous disent, ah, vous voulez, je ne sais pas, moi, interdire les voitures super polluantes ou interdire de prendre 10 fois l'avion, c'est une privation de liberté. Oui, c'en est une. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette privation de liberté ouvre en réalité beaucoup plus de liberté qu'elle n'en obère. Et donc, ce n'est pas triste. Oui.
Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de limite à la connaissance, il n'y a pas de limite à l'amour. Donc, il y a des choses qui sont sans limite, ou pratiquement. Ce qui est limité, c'est la consommation matérielle, puisque les ressources matérielles le sont. J'ai plusieurs questions qui arrivent, donc on va essayer d'y répondre rapidement. Il y a une question par rapport à ce que tu as dit sur le lien entre la crise écologique et finalement le décalage nord-sud ou le colonialisme, le fait que l'Occident, mettons, s'est accaparé quand même l'ensemble des ressources de la planète et a construit son développement là-dessus. Donc, que dire aux pays émergents, que dire aux pays qui sont dans des situations économiques difficiles avec beaucoup voilà, de difficultés sociales et économiques dans le contexte actuel. Évidemment, ces pays-là ne peuvent pas accéder au développement tel qu'il existe aux États-Unis ou en Europe. Sinon, c'est la catastrophe. Si tout le monde se met à consommer comme un Américain ou un Européen, c'est la catastrophe. Mais il y a une sorte d'injustice là-dedans. Certains pourraient dire il y a une sorte d'injustice, puisque vous avez tout gaspillé, vous, les Occidentaux, et maintenant, nous, les Africains, nous, les Asiatiques, nous, les gens d'Amérique latine, on arrive, on voudrait nous aussi un petit peu consommer, mais on ne peut même pas consommer un petit peu parce que c'est trop tard. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens qui ont ce genre d'argument? Oui, oui, non, mais évidemment qu'il y a une injustice considérable. Mais comment dire, pour retourner un peu la question, tu me demandais qu'est-ce que tu dirais à ces pays en développement. Ma première réponse serait de dire je n'ai rien envie de leur dire, j'ai envie de les écouter. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, le premier geste de l'Occident arrogant, ça ne devrait pas être d'apprendre à l'Afrique subsaharienne comment se comporter écologiquement, ça serait d'apprendre d'elle un rapport au monde dont il a oublié la richesse et la signifiance. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Je trouve dingue que ceux qui sont à l'origine du problème se posent encore la question de savoir comment ils vont enseigner aux autres ce qu'ils doivent faire. On ne sait déjà pas ce qu'on doit faire nous-mêmes. Et donc, je trouve qu'on devrait apprendre d'eux plutôt que donner des leçons. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est vrai que si tout le monde consomme comme un Américain, on est mort. Mais est-ce que c'est souhaitable? Enfin, là, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on ait cette conversation dans un cadre mesuré. Évidemment qu'il y a beaucoup de pays du monde où les gens ne peuvent pas subvenir à leurs besoins vitaux élémentaires. C'est une catastrophe. Ils n'ont pas à boire, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de quoi se soigner, ils n'ont pas de quoi se loger. Ça, c'est une catastrophe. Personne ne peut nier ça, ça serait scandaleux. Mais dès lors que... mais c'est pas comment dire, c'est pas beaucoup les besoins vitaux élémentaires. Il n'y a aucun problème pour nourrir 12 milliards d'hommes sur Terre. Hein. Ce n'est pas un problème, les besoins vitaux élémentaires. C'est après que ça commence à être un problème. Et donc, qu'il faille faire en sorte que ces besoins vitaux élémentaires soient satisfaits, c'est une évidence pour moi. Mais la question de savoir si aller au-delà de ça est un progrès, ça, c'est une question qui est à débattre. C'est-à-dire que certes, on ne peut pas tous vivre comme des Américains, mais la question fondamentale est, a-t-on envie de tous vivre comme des Américains? Et je suis tout à fait persuadé que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, hier, avant-hier, le Hirak a repris en Algérie. Ces jeunes ne veulent pas vivre comme des Américains. Moi, je les trouve extraordinaires. Ils sont en train d'essayer d'inventer autre chose, sortir du colonialisme, d'une part, ça c'est évident parce qu'on voit bien avec le rapport, bon bref, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais enfin on voit bien avec les récents épisodes que cette tentative de symétrisation de l'histoire est quand même extrêmement problématique, pour ne pas dire choquante, et que donc il y a encore du travail de ce côté-là. Mais ceci étant dit, il y a surtout manifestement la tentative de faire quelque chose qui n'est pas la stagnation et qui n'est pas non plus l'Occident totégorique. Voilà. Et ça, je trouve ça plutôt réjouissant, en fait. Je crois que c'est possible. Alors, autre question. Donc, la recherche scientifique est également consommatrice de ressources. Est-ce qu'il y a une réflexion en cours sur ces questions-là? Est-ce que ça signifie, par exemple, que certaines recherches pourraient ne pas être faites parce qu'elles sont trop consommatrices? C'est une question intéressante. Ça, c'est un peu un problème récurrent. Vous savez, c'est que tout le monde se dit bon, il faut faire des efforts, mais bon, pas dans mon domaine quand même, parce que mon domaine à moi, il est tellement important, et puis finalement, il est négligeable.
par rapport à l'ensemble que je peux me permettre de ne pas faire d'efforts. Et pour être honnête, à ma connaissance, les scientifiques n'échappent pas à ce raisonnement qui est évidemment extrêmement contestable. Bon, alors, du côté des bonnes choses, il y a une prise de conscience, ça c'est clair. Moi, je fais partie du comité national du CNRS, on fait le recrutement et l'évaluation des chercheurs. J'ai vu plusieurs fois des dossiers de scientifiques, donc je n'ai évidemment pas le droit de dire leur nom, mais je pense que j'ai le droit de le dire de façon anonyme, qui mentionnent par exemple, je n'ai pas été à une conférence depuis 3 ans parce que j'estime que pour des raisons écologiques, il n'est pas raisonnable de prendre l'avion. Bon. Et ce sont des gens que parfois on a promus. Donc, on commence à pouvoir entendre ces arguments et on commence à comprendre que quelqu'un qui refuse d'aller faire une conférence à Stanford parce qu'il considère que faire 20 000 km pour parler une demi-heure est insensé, c'est quelque chose qu'on peut valoriser. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais au-delà de ça, il n'y a toujours pas d'évolution systémique. Par exemple, dans mon domaine, en physique des particules, enfin astrophysique et physique des particules, il y a des réflexions en cours sur un très grand accélérateur de particules. Ça, c'est une machine qui sera extrêmement énergivore. Et il est vrai que la question environnementale est très peu posée. Moi, je ne suis pas sûr qu'il ne faille pas le faire, parce que vivre, c'est aussi un peu impacter son environnement. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur la 5G, si vous voulez. Si on considère que la question, que le bénéfice est tellement extraordinaire que le coût est justifié, de temps en temps, il faut le faire quand même. C'est normal. On consomme, on vit, on impacte. Bon, ça ne me choque pas. Mais effectivement, la question est rarement posée de façon explicite sous cet angle. Et je trouve que c'est dommage. Donc, je dirais très sincèrement, dans mon expérience, que la recherche scientifique n'est ni en avance ni en retard par rapport à l'état de conscientisation qu'on trouve dans le monde de l'industrie. Je pense que c'est comparable. Tu as. Renaud, tu connais aussi ce milieu. Ah oui, il y a l'initiative Labo 1.5. Oui. Voilà, et puis pour le CNRS commence, par exemple, entre autres, mais ça commence à s'engager aussi pour imposer aux chercheurs une trajectoire plus respectueuse de l'environnement, de l'impact environnemental de la recherche. Maintenant, évidemment, on a l'impression que c'est un démarrage, mais que ce n'est pas quelque chose enfin, s'il n'y a pas un changement systémique, comme tu le mentionnais, en fait, ce sera simplement une petite action. Il faut quand même un changement plus important. Alors, il y a une question aussi, tu as mentionné tout à l'heure le récit coranique du dépôt de la foi, proposé au ciel, aux montagnes, et l'homme a appris. Finalement, est-ce que l'homme est-ce que l'homme a été conforme à cette responsabilité? Est-ce que Dieu a bien fait finalement de confier ce dépôt, cette responsabilité de la nature à l'être humain? Alors, c'est une question qu'on peut se poser évidemment en lisant le Coran, mais c'est aussi une question que certains abordent, puisqu'il y a des gens qui disent c'est l'être humain qui est l'ennemi. Il faut diminuer radicalement la population, je ne fais plus d'enfants, vivement qu'il y ait une bonne épidémie pour que l'humanité disparaisse, parce que finalement l'être humain est un parasite sur Terre. Donc c'est évidemment une position très misanthrope. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui défendent cette position extrême? Oui, je trouve ça un peu triste parce que je ne sais pas si c'est l'évolution naturelle ou si c'est Dieu, mais le fait est que nous avons cette grande capacité qui est quand même celle d'être libre, et en particulier d'être libre de choisir. Nous sommes quand même un animal, pour moi en tout cas nous sommes un animal parmi d'autres, mais nous sommes un animal qui a un libre arbitre extrêmement avancé. À mon avis, nous ne sommes pas le seul. Je pense que beaucoup d'animaux ont une forme de conscience aussi, mais le fait est que notre conscience est extrêmement enrichie par un rapport au monde qui est protéiforme. Et ce que nous sommes, c'est ce que nous décidons d'être. Il n'est absolument pas écrit dans notre génome que nous devions être des super prédateurs. Ça, c'est totalement décisionnel. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire de l'alimentation carnée. Bon. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout de savoir si les hommes préhistoriques mangeaient beaucoup de viande, un peu de viande, pas du tout de viande. Les experts ne sont pas d'accord, on ne le saura jamais. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. On peut vivre très bien en mangeant de la viande et on peut vivre
très bien sans manger de viande. Nous sommes libres. Et donc, je crois qu'on ne peut pas condamner l'humain au sens comme si l'être en tant qu'être de l'humain était d'être un prédateur, un tueur, je sais pas, un violeur, un guerrier, etc. Tout ceci existe dans l'histoire de l'humanité, mais le contraire de tout ceci existe aussi dans l'histoire de l'humanité. Et donc, la question qui se pose à nous, effectivement, est celle d'un choix. Moi, je crois que ce qui est important, ce n'est pas de se suicider. Enfin, en ce qui me concerne, je ne le souhaite pas, et je ne le souhaite pas pour mes enfants non plus, pour mes parents non plus, qui peut-être m'écoutent d'ailleurs en ce moment. Donc, je ne souhaite pas ça. Je crois qu'une fois de plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'effet le plus drastique, ce n'est pas de réduire le nombre. L'effet le plus drastique, c'est de réduire la manière d'habiter cette terre. C'est ça qui est important. Alors, bon, évidemment, si toute la vie disparaît, il n'y aura plus de prédation. Enfin, c'est quand même pas une solution pour sauver la vie, ça. C'est un peu un loophole, comme disent les scientifiques, un argument irrecevable dans sa structure même. Donc, je ne souscris pas à cette vision. Oui. On peut peut-être revenir sur la question spirituelle. Comme tu le sais, dans beaucoup de religions, il y a cette idée d'une histoire cyclique et en particulier de quelque chose comme une fin de l'histoire ou un grand passage vers un autre monde, ce qu'on appelle l'eschatologie. Alors, il faut faire la différence entre les récits eschatologiques, bien sûr, et le messianisme. Le messianisme, c'est ou le millénarisme, hein, qui consiste à être une caricature finalement de cette attente eschatologique. Il y a un certain nombre de personnes dans les différentes religions qui disent, finalement, nous arrivons à un moment tellement important pour l'histoire de l'humanité qu'il doit y avoir un changement radical, et d'un certain point de vue, c'est une eschatologie, c'est un moment de basculement dans un autre monde. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens qui disent ça? C'est-à-dire, finalement, vu la radicalité du changement, est-ce qu'on n'est pas dans un changement de monde? Le monde va changer, le monde doit changer. Et c'est finalement ce qui est annoncé parfois dans les récits eschatologiques, hein, un changement complet de façon de se comporter pour, espérons-le, un monde meilleur. Oui, oui. Logiquement, c'est pas faux comme argument. Enfin, c'est peut-être pas faux, mais ce qui m'ennuie un peu avec cet argument, c'est que je le trouve trop théorique. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se dire, là, vous et moi, on est bien assis dans notre fauteuil, on est chez nous, il fait chaud, ce soir on va manger, et on se dit, oui, bah, c'est la fin d'un monde. Et après tout, c'est pas très grave. Effectivement, c'est pas très grave. Moi, que le monde change, ça ne me gêne pas plus que ça. Mais ça, c'est une vision très distante. Maintenant, il faut être un peu plus précis. Ça veut dire quoi la fin d'un monde? Ça veut dire mes enfants vont peut-être mourir de faim. Ça veut dire mes enfants vont peut-être mourir à la guerre. Là, c'est plus théorique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce dont on parle là, ce n'est pas la fin d'un monde en un sens philosophique ou même religieux. Ce dont on parle là, c'est des gens qu'on connaît, c'est nos amis, c'est nos enfants, peut-être même nos parents, qui vont vraisemblablement mourir si rien ne change. Si on continue sur cette trajectoire, et je le rappelle, hein, il y a le changement climatique, il y a la pollution, il y a la diminution des espaces de vie, il y a tout ce qui va avec, et essentiellement la guerre. Hein, quand on voit ce qui se passe avec 2 millions de Syriens, vous imaginez avec 800 millions de réfugiés. Bon, c'est la guerre, c'est obligé, c'est pas millénariste, c'est rationnel. Et donc, là, on se rend compte qu'on parle de choses très concrètes, on parle de nos gamins qui en ce moment ont 15 ans et qui, dans 20 ans, vont peut-être devoir mettre un uniforme et revenir avec les bras en moins. Et je trouve que quand on l'a dit comme ça, on se rend quand même compte que ce n'est pas une discussion de salon là dont il est question. C'est des vrais gens qui vont vraiment mourir et qui vont vraiment souffrir. Et donc, je ne suis pas prêt quand même à aborder cette question comme ça, avec une sorte de sérénité philosophico-spirituelle. Peut-être qu'on le fera après parce qu'on n'aura pas le choix et que les survivants verront les choses ainsi. Mais on n'est pas encore des survivants, nous. On est les auteurs. Et en tant qu'auteur, en ce qui me concerne, je trouve, peut-être j'ai tort, hein, corrige-moi, mais je pense qu'il y a parfois une pointe quand même de cynisme dans cette manière de voir les choses, et je ne la partage pas. Voilà.
Merci Aurélien. Je vais dire, enfin on arrive au terme de cette conférence, je vais dire une remarque d'un participant. Comme d'habitude, tu réussis à nous enchanter, même avec un bilan catastrophique. Ce n'est pas ton bilan, c'est le bilan que tu as dressé de l'état de la crise environnementale. Malgré les mauvaises nouvelles, ta façon de présenter tout ce qu'on peut gagner nous élève. La pensée nous apporte beaucoup plus de richesse. Alors, justement, euh, euh, dans les conférences aux États-Unis, il y a souvent le take-home message. C'est le take-home message, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut rapporter chez soi après t'avoir entendu pendant 1 heure et demie. Et encore une fois, merci pour ta conférence. Comment peut-on, de façon très modeste, essayer d'amorcer un mieux? Qu'est-ce qu'on devrait faire finalement ce soir en rentrant chez soi, les uns et les autres? Et on est tous chez nous, puisque avec la pandémie, on ne peut pas sortir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petit geste pour amorcer un grand changement? Parce qu'on a bien compris que le changement devait être grand, mais avant de faire une grande distance, il faut faire un premier pas. D'abord, je suis désolé, je crois que ma connexion Internet n'était vraiment pas terrible, hein, donc je m'excuse, je crois qu'il y a eu plein d'interruptions. Bon, c'est pas de ma faute, mais je suis désolé. Vivement la 5G pour que ça marche mieux. Je plaisante. Je plaisante. Donc, non, plus sérieusement, je crois que le premier petit geste qu'on peut faire, c'est vraiment de réfléchir. C'est-à-dire juste de sortir de l'inertie. Je ne sais pas, moi, on s'apprête à acheter un appartement. Est-ce que vraiment il faut qu'on achète le plus gros qu'on peut se payer? On s'achète à acheter une voiture. Est-ce que vraiment on a envie? Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir la plus grosse cylindrée qu'on peut s'offrir? On est en train de conseiller nos enfants sur leur avenir. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on leur conseille de faire l'école où ils vont avoir le plus de pouvoir ensuite dans la société? Je crois que c'est ça le premier geste. C'est simplement de réfléchir, qu'on se pose les questions et que nos choix ne soient pas inertiels, mais que vraiment on les mis sur la table. Si la réponse est oui, elle est oui, c'est pas grave, on le fait quand même, c'est légal et on n'est pas pour autant un salaud. Mais au moins qu'on pose les choses sur la table et qu'on se dise ce que je suis en train de faire là, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Voilà. Déjà ça, je trouve que c'est pas mal en fait. Voilà. Merci beaucoup Aurélien pour cette belle conférence. Voilà, on continuera ce cycle d'intérêt pour les questions environnementales à l'Institut français de civilisation musulmane, parce que c'est important. On l'abordera sous différents angles, hein, y compris on reviendra bien évidemment sous l'angle spirituel et l'angle de l'islam. C'est la deuxième conférence qu'on organise en ligne. L'IFCM a été fermé pendant plusieurs mois à cause de la situation sanitaire, mais on a décidé de recommencer les activités de conférence avec la technologie, en espérant qu'on ne consomme pas trop d'énergie. La semaine prochaine, on aura une autre conférence, c'est à l'occasion de la Journée internationale des femmes, une conférence avec 3 conférencières, donc Inès Safi, Asma Lemrabet et Karima Berger, qui viendront donner 3 points de vue sur la situation des femmes dans le monde et dans le monde musulman en particulier. Et on sait qu'il y a aussi des liens, par exemple, entre la prise de conscience du féminisme et les questions environnementales. Hein, c'est ce qu'on appelle l'écoféminisme. Bon, Vous saluerez mon amie Inès, que je connais bien et qui est une excellente physicienne. Très bien, on le fera pour vous. Merci beaucoup, Aurélien. On reste en contact de toute façon. On espère avoir aussi l'occasion de t'accueillir dans les locaux de l'Institut français de civilisation musulmane quand il sera rouvert, on l'espère bientôt, s'il plaît à Dieu. Donc, merci encore à tous les participants, à toutes les participantes, et je vous donne rendez-vous pour jeudi prochain, le 4 mars, à l'occasion de la Journée internationale des femmes pour cette conférence à 3 voix sur les figures spirituelles féminines. Au revoir, à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.